coworking et l'atelier pour la présentation. Je vais vous présenter ce soir du coup Marie, un nouvel entrant, le dernier né dans la lignée des notebooks pour la data science, la visualisation de données et l'exploration de données. Les notebooks, c'est un format qui est extrêmement répandu. Toutes les personnes qui pratiquent la donnée, je pense, ont un jour ou l'autre rencontré ce format pour manipuler des données. Je pense qu'il y a deux principaux points du coup, à leur popularité. Je pense que la déclaration rapide. Un format de déclaration rapide du coup entre le code et la visualisation. On écrit notre code, on exécute une cellule, on a directement le résultat et on peut construire comme ça assez rapidement et itérer très rapidement sur une solution. C'est un format qui est aussi flexible dans le sens où on a cette capacité d'avoir à la fois des éléments de visualisation, des cartes, des figures, et d'avoir le code qui est juste à côté. Et donc c'est un peu plus flexible que d'avoir seulement le code, de l'exécuter, d'avoir le résultat qui est stocké dans un fichier. C'est, je pense, les deux choses, points forts de ce format-là. Mais il y a quand même quelques défauts. On les connaît tous, plus ou moins un peu tous. Le problème du Jupyter Notebook que tout le monde a au moins une fois rencontré dans sa vie, qui est que toutes les cellules sont exposées, on va dire, dans un espèce d'espace global. Si jamais on déclare une variable qui a le même nom qu'une autre variable qu'on avait précédemment, et ça l'écrase. Il faut avoir cette espèce de discipline quand on construit notre notebook, quand on fait notre exploration, de bien faire attention à que tout s'exécute dans l'ordre, qu'il n'y a rien qui écrase quelque chose, etc. C'est une certaine gymnastique. Le format aussi du fichier, c'est un format JSON qui est pas spécialement lisible. Avec un éditeur de texte, c'est quand même assez difficile à explorer, de voir où est le code, qu'est-ce qu'est le résultat, etc. C'est aussi très difficile à versionner. Donc vous avez tous ici essayé de mettre ça sur un Git et de s'amuser à faire la gymnastique de résolution du merge conflict assez régulièrement. Donc ça c'est un peu un truc où je pense qu'on pourrait se passer. Il y a des solutions qui existent, mais ça reste un point un peu embêtant. La mise en production, c'est presque une blague, je pense maintenant, de dire que les data scientists travaillent sur un notebook et puis après il devrait y avoir un vrai développeur pour pouvoir mettre le notebook en production. Donc ça c'est pareil, ça s'est amélioré, mais ça reste quelque chose où on a deux formats qui sont différents. On a les fichiers en .py avec le script et les fichiers en i.notebook ou des formats un peu équivalents. Et on a une séparation aussi qui est, si on veut créer un dashboard à partir de ces éléments-là, il y a des frameworks qui existent, donc comme Streamlit ou Dash, où il y a beaucoup de solutions qui existent, mais c'est quelque chose qui est séparé. Je vais présenter du coup Marimo juste pour m'introduire vite fait. Donc, je suis albigeois, là il y a la photo de Albi, donc là on voit que c'est l'été qui va être 13h à peu près, parce qu'il n'y a personne dehors, donc ça aurait pu être la semaine dernière je pense. Albi, donc j'ai fait mon diplôme d'ingé et mon doctorat du coup à l'école des mines d'Albi. Ensuite, j'ai travaillé 3 ans dans l'industrie de services chez Bluemont. Récemment, j'ai quitté l'entreprise pour fonder avec des amis à moi Agentic Foundry, où je suis du coup AI Scientist. J'ai fini un venture studio, on a plusieurs projets qu'on construit avec différentes personnes spécialisées dans la santé et le bien-être. Mes centres d'intérêt liés un peu à ce que je faisais en mon doctorat, donc la data science, le machine learning, les large language models, que j'ai utilisé dès mon doctorat. C'était quelque chose que j'aime beaucoup, donc pas spécialement dans cet ordre-là, mais c'est nécessairement en grande quantité. Je fais un agenda simple, donc je vais présenter assez rapidement les grandes fonctionnalités de Marimo, comment ça se distingue du reste. Démo live, parce qu'on est aventureux. Marimo, c'est un projet qui est open source, qui a été créé par des étudiants de Stanford qui justement étaient un peu frustrés du format de Jupyter Notebook et qui voyaient du coup ce qui se passait ailleurs dans l'écosystème. Ils se sont dit, on veut avoir le meilleur de tous les mondes et du coup on va créer notre propre outil à nous-mêmes. Donc c'est un projet open source. La principale fonctionnalité du coup qui est différenciante par rapport à Jupyter Notebook, c'est le fait que les cellules sont réactives. Je reviendrai dessus après. Ce sont des fichiers Python. Là où avant on avait le Python Notebook avec, comme je disais, le format JSON, maintenant on a des fichiers qui sont complètement en Python. La UI et la construction de dashboard est directement intégrée dans l'outil, donc les widgets, les sliders, les tables, il y a plein de widgets explorés. Aussi, le format est très facile à partager parce que dès le début, ils ont fait l'effort de supporter le WebAssembly comme format, donc de pouvoir avoir cette capacité de pouvoir, avec un lien, compiler entre guillemets le notebook et de pouvoir le partager avec quelqu'un, de pouvoir faciliter le partage. Là où sur Jupyter Notebook, il fallait avoir un notebook, avoir tout l'environnement, etc. qui est setup. WebAssembly permet d'avoir cette facilité de partage. Le statement que j'ai traduit, donc pour avoir traduit un peu leur philosophie, je ne vais pas tout lire. Marimo pour eux est une réinvention du notebook, donc ils n'ont pas créé, c'est vraiment l'idée de réinvention, vous allez voir, est importante. Que le format soit reproductible, qui n'est pas aussi quelque chose qui est lié à la réactivité du Jupyter qu'on avait du mal
avec l'ordre des cellules, interactif et partageable, dans le but de cibler essentiellement la recherche, communiquer ses résultats, expérimenter du code et le partager, et apprendre les sciences de l'informatique et les enseigner. Donc c'est les principaux use cases qui ciblent, et vous allez voir ces outils, je pense, sont très assez bien. Inspiration, plutôt pour un Julia, je ne sais pas si c'est un format qui vous parle, vous allez voir qu'en termes de UI, c'est le notebook en Julia, qui est un langage de programmation qui est orienté du coup pour la programmation scientifique. Plutôt, c'est leur équivalent du notebook dans l'écosystème. Donc ils sont inspirés de ce format-là. Observable HQ, donc je pense qui est très connu dans cette communauté là. Donc vous allez voir, c'est pareil, on va retrouver des éléments, Red Victor, etc. ePyFlow, Streamlit, etc. Donc sur toute la partie après réactivité. Voici la bête. On retrouve le Canva qui est assez familier du coup avec les différentes cellules qui sont les unes avec les autres. Différents types de cellules, donc le Python et le Markdown qu'on connaît, et ils ont aussi le SQL pour les données, et ça va faire un lien avec le meetup précédent, avec DoDB, et on va dessus après. Une grosse intégration avec les services d'IA pour la génération de code, etc., que je n'ai pas démontré ici, mais si vous avez GitHub Copilot, c'est intégré directement. Si vous avez aussi des assistants locaux, donc avec des projets comme VLLM ou Olama, ils sont aussi capables d'utiliser ces outils d'inférence-là pour générer du code dans le notebook à partir des ressources de l'ordinateur en local. Et là, après, je peux rentrer rapidement les widgets ici et d'autres éléments de la page. Donc la page précédente qu'on a vue, en termes de code, ça se présente comme ça. Pour le Python, donc on retrouve la structure avec les imports, le main, une application, et puis ensuite il y a les cellules ici. C'est du Python, c'est lisible par rapport aux différents blocs de JSON que j'en ai. Forcément plus facile à versionner parce que du coup maintenant on retrouve du fichier Python normal. Donc si jamais on édite les différentes cellules, ça retire des lignes, il n'y a pas de mise en enregistrement de quelle cellule est exécutée, les outputs, etc. On a aussi du coup accès au fait qu'on peut importer du code directement aussi dans les différentes cellules. Ça je le démontrerai après. Framework de test aussi qui sont supportés nativement, parce que du coup on retrouve des fonctions classiques, et de pouvoir aussi convertir son notebook en un script pour pouvoir l'exécuter nativement. Je vais montrer ça après dans la partie 2. La fonctionnalité la plus importante, c'est du coup la fonctionnalité de réactivité des cellules. Quand la valeur d'une cellule change, les autres cellules qui dépendent de cette valeur-là sont automatiquement réexécutées. Ça veut dire que tout le notebook peut potentiellement être dynamique, que ce soit la UI, les données, les processus de traitement de nettoyage de données. Tout ça, si jamais la source change, tout va se mettre à jour automatiquement. Donc il n'y a pas d'état global caché qui est exposé, pas de réécriture dessus, on peut isoler les variables facilement. Avec un exemple ici, j'ai un notebook, donc on charge les données, on les filtre, on affiche. Là, si jamais on change la date, par exemple ici, le plot ne va pas être réinitialisé automatiquement. Là, du coup, en Marino, c'est un peu différent. On charge les données. Là, on a un élément du UI. Je vais le montrer après en direct pour montrer un peu le flow. On met un slider, sidé, on filtre, on affiche, et qu'on vient dire changer la valeur du slider. Le plot va se mettre à jour, le fil va se mettre à jour. Je vais le montrer rapidement. Donc là, on a Marimo. Ici, on a du coup la variable A qui est déclarée qui est égale à 4, B prend A plus 3. On va afficher B, 7, si A égale 5, B est désormais égal à 8. Là, c'est pas impressionnant, mais quand vous avez tout votre code qui dépend, c'est plus facile. On peut regarder peut-être rapidement une partie que je trouve qui est intéressante, c'est comment ça se présente en termes de code. C'est le code qui est précédemment montré. Donc on a A qui est déclaré ici. A est retourné par la fonction. Il est exposé du coup, on va dire, dans l'espace global. Et ensuite, B est passé comme dépendance de la fonction automatiquement. C'est Marimo qui gère ça. Si on veut qu'une variable soit liée uniquement à la cellule, comme vous voyez ici, il suffit de mettre un underscore dessus. Elle reste locale ici, elle n'est pas réexposée. Et donc il n'y a pas de pollution entre guillemets de l'espace. Ça veut dire que ici, hello n'est pas défini. Parce que ici, la variable est privée dans la fonction et elle n'est pas exposée. Donc là, ici, il dit qu'il n'arrive pas à trouver hello. C'est un peu déroutant au début, je vais vous mentir, parce qu'on a l'habitude que tout soit dans le même panier, donc on fait notre tambouille, etc. Et là, on se retrouve à ah mince, du coup, il y a un changement de gymnastique et de philosophie. Je préfère avoir ce flow-là. Donc ça, c'était pour la réactivité. Les widgets, ça c'est le slider qu'on a vu précédemment, dans le code qui était ici, donc avec le fameux slider.
Donc il y a des composants du UI, donc il y en a énormément, là j'en ai listé quelques-uns pour présenter, mais il y a des sliders, des drop-downs, des checkbox. On peut vraiment faire toute une forme, des formes complètes avec les éléments classiques, des textbox, des tables aussi, qui sont du coup en natif Python. Donc il n'y a pas non plus de JavaScript, et ça va permettre du coup justement, comme ils cherchent à supporter WebAssembly, ça va permettre d'avoir, le fait d'avoir tout en Python, ça permet ensuite de rendre le truc plus facilement exportable avec les outils appropriés. Là où c'est Streamlit, où ils ont des composants, ils se basent sur React, en framework JavaScript. Il y a une sorte de mix un petit peu, et ça fait que c'est pas spécialement facile à partager. Parce qu'il y a des tutoriels qui sont assez bien faits, où ils exposent les différentes choses, et j'en profite. Je vais m'en servir pour vous montrer du coup les différents sliders. Donc, ils ont un namespace du coup avec leurs éléments du UI. Donc là, il y a le fameux slider avec du coup la valeur ici, vous voyez, qui est actualisée automatiquement. Donc c'est ce qu'on a vu. Les checkbox, les textbox, les boutons, des espaces de drag and drop. Une assez bonne diversité qu'on retrouve dans les autres outils aussi. Et tout est natif ici, et des speakers. On peut facilement faire des formes qui sont assez riches finalement pour pouvoir rentrer des données et pouvoir actualiser du coup de manière réactive. Travailler avec des données, c'est quelque chose qui est central parce que ça reste un notebook et c'est leur cas d'usage premier. Donc, exploration de données, l'enseignement, tout ça, et donc d'avoir des données, de pouvoir avoir un rendu visuel. Une fonctionnalité que j'aime beaucoup, moi, c'est le fait qu'ils ont des cellules qui sont spécifiques pour SQL pour pouvoir faire des requêtes. Donc, au lieu d'avoir la requête qui est dans le notebook en dur avec juste une chaîne de caractères de SQL à l'intérieur, eux ils exposent directement la syntaxe SQL et ils passent par des connecteurs habituels pour pouvoir récupérer les données de manière dynamique. Ils s'intègrent avec les principaux outils de traitement de données dans l'écosystème Python, donc Pandas, Polars et UDB aujourd'hui. Et ça va permettre du coup d'avoir, par exemple, la requête SQL qui va venir exposer son résultat directement en Polars ou en Panda et d'exposer le résultat comme un data frame. Au lieu d'avoir la gymnastique à faire de je request, je fais ma requête SQL, ensuite je la récupère, je la place dans le data frame, etc. Ici, tout est fait dans le background et ça expose directement le data frame et l'utilisateur. Pareil, on a un tutoriel, on va passer dessus. Je vais juste montrer comment ça se traduit dans la réalité. Donc on retrouve le panneau que vous aviez précédemment. Il y a une base de données UDB avec un fichier parquet, qui est un fichier de stockage de données comme un CSV. Ici on crée la connexion, quelque chose qui est généré automatiquement par Marimo en faisant ici, en générant ici une database connection. Je me rends compte que je voulais faire un passage sur l'interface sur les widgets et j'ai complètement oublié. Du coup, je vais en profiter maintenant. Donc, à côté, ici, il y a plein de widgets. Il y en a certains qui sont assez intéressants. Donc, ça vaut le coup, je pense, de passer un peu de temps. Donc, ici, on a les fichiers classiques avec les différents notebooks ici qui sont spécifiques. On peut les ouvrir facilement et accéder facilement. Les différentes variables qui sont déclarées dans l'espace. Donc, c'est quelque chose qu'on trouvait aussi dans Jupyter Notebook. On les a ici, savoir où est-ce qu'ils sont déclarés, à quoi ils sont reliés aussi. C'est relié à cette vue-là, qui est un peu gadget, mais c'est rigolo, je la présente quand même rapidement. C'est pour voir la relation du coup entre les différentes cellules. Ici on a une vue en arbre pour savoir s'il y a une erreur dans une cellule, d'où peut potentiellement venir l'erreur. La gestion des packages est native, donc ça c'est quelque chose qui est aussi sympa. Imaginons qu'ici j'avais pas Panda installé, il aurait suggéré directement de est-ce qu'on voulait l'installer, et il aurait rajouté ici dans cette liste-là, il aurait essayé de l'installer, il l'aurait rajouté dans la liste des packages. Ici, après, on voit aussi quelles sont les dépendances des différents packages et leur version. On peut le faire aussi avec son package manager, mais ici, l'interface est accessible, je trouve ça sympa. Le reste, après, il y a les outlines, le chat avec l'IA, donc si vous avez un service qui est relié, la documentation, s'il y a ici, elle est aussi disponible là, on peut l'avoir en plus grand. C'est sympa. Le log, le tracing pour voir qu'est-ce qui prend du temps ou non. Ce que j'aime beaucoup, la dernière fonctionnalité qui est sympa, c'est les secrets. Ils ont un secret manager intégré, donc avec les environnements, dans les variables d'environnement pour voir si vous avez des accès, des clés à des API ou des logins pour votre base de données. Ici, vous les retrouvez et vous pouvez les gérer, les définir. C'est en lien avec les variables d'environnement qui sont exposées dans le système. Et donc, au lieu de retourner dans le terminal, de regarder où est-ce que
on a bien mis le username dans le path, des choses comme ça. Ici, c'est directement exposé. C'est pratique. Le but, beaucoup, je trouve, de l'outil, c'est qu'ils ont quand même une attention assez particulière sur le fait d'avoir des choses qui sont assez, justement, cette plasticité, cette facilité de pouvoir accéder à différents éléments et sur les trucs un peu du quotidien. Cette ligne-là, pour revenir à ce que je disais, ça correspond ici du coup au data sourcing. Elles sont aussi disponibles ici. On peut les rajouter, on peut créer une nouvelle connexion ici. Ici, on a tous les connecteurs auxquels ils sont exposés. Il y a un peu toutes les grandes bases de données de traitement de données. Il y a les data catalogues avec Arizona, si ça vous parle. J'ai choisi moi DukeDB. J'ai déclaré où est le chemin et j'ai ajouté la base de données. Donc ici, on la retrouve. J'ai mon fichier de base de données DukeDB. Et donc, ça va créer automatiquement cette connexion ici avec cette engine, ce qui me permet ensuite, donc là je déclare un slider pour la démonstration, on va retrouver la fameuse cellule SQL dont je parlais, qui correspond en fait à, si je la rajoute ici, on a deux types, on a le Markdown et le SQL, et comme vous pouvez le voir, ici c'est directement le SQL qui est écrit dedans. Donc il n'y a pas besoin d'avoir la query qui est écrite comme une string. L'avantage, c'est que comme elle est sous ce format-là, et que dans le background, c'est forcément une chaîne de caractères, mais on peut du coup le relier avec ce slider qui est ici. La valeur du slider est passée dedans. Et donc après, on peut mettre à jour la requête SQL directement depuis le slider. C'est sympa. L'autre avantage aussi, donc là ici, on retrouve le engine que j'avais. On peut ensuite exposer, du coup, comme je disais, le résultat de la requête SQL directement dans une variable ici que j'ai appelée df. Elle est exposée ici. Je peux l'utiliser directement ensuite dans mon code et accéder comme ça à mes données assez intuitivement. Voilà, donc ça c'est pour les données. Juste revenir à la présentation. Aussi, tout ce qui est data frame, etc., ils ont une interface qui est, je trouve, assez pratique pour la visualisation des data frames. Donc ils ont un format qui est pratique et qui est relativement maintenant, je pense, un peu standard. DukeDB, avec leur option de UI, ont une fonctionnalité similaire où ils mettent les grandes statistiques sur les différentes données. Ici, vous avez le type, le nombre de valeurs uniques si jamais ce sont des catégories, une overview de la distribution. Il y a la capacité ici de faire une recherche qui est en haut. Et par exemple, après, on peut centrer sur les lignes qui contiennent NL. Donc par exemple, ici, country, on a les Netherlands. On peut faire des recherches comme ça assez rapides dans le data frame, par exemple. Ils ont aussi un colonne explorer. En data frame, on retrouve les différentes colonnes. Ils nous donnent ici un aperçu des différentes statistiques de cette colonne avec un profil de distribution. Après, on peut voir les différentes lignes et les explorer. Pour la databasation, on a la plus grande nouveauté, comme je vous l'ai dit, c'est la réactivité. Ils supportent nativement du coup Plotly et Altair comme librairie de visualisation. Leurs moteurs de rendu qui sont directement embarqués dans le notebook, donc ils sont exportables comme HTML et aussi partageables une fois encore via l'assembly. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir tout ce que je vous ai montré là, vous donnez le notebook Marino à votre collègue, le fichier de données du coup pour qu'il ait accès aux données. On passe tout ça, et après on peut revenir une option du coup de partage, create web assembly link, on retourne sur cette chose-là. Donc là, il va charger l'environnement, il charge les dépendances parce que du coup, elles ne sont pas localisées, elles sont contenues en elles-mêmes, et on retrouve du coup une notebook qui est ici. Si le fichier, il faut changer ici juste le lien de localisation du fichier de données, et le notebook fonctionnera de la même manière en fait en local. Donc c'est quelque chose moi qui m'intéresse énormément parce que j'ai souvent du coup des notebooks un peu one shot pour expliquer des concepts, pour partager avec d'autres collègues, data analystes, des data scientists, faire une exploration de données et puis tiens tu regardes là je vois ce pattern là, est-ce que c'est normal et tout. Hop, je partage juste le lien, je leur envoie ça, je leur fais une petite description dedans. Comme les bases de données ne sont pas locales, eux ils passent directement à l'intérieur, comme je l'ai montré avec le form, leurs identifiants pour la base de données. Ils passent ça dedans, le notebook s'exécute directement et paf, il retrouve exactement le même. Ça simplifie pas mal de choses. Je voulais vous montrer la visualisation. J'en ai fait une aussi derrière. Donc là j'utilise Plotly Express pour la visualisation. Et donc on retrouve ici l'interface de Plotly qui est directement embarquée dans la page de Marino. Parce que c'est un peu ça qui est gênant, c'est
Un avantage de Jupyter, c'est que du coup, on peut stocker dans le fichier JSON le résultat du calcul. Ici, dans Marimo, ce n'est pas possible. En contrepartie, Marimo doit avoir cet effort de comment est-ce qu'il est intégré les back-ends de visualisation dans leur format. C'est pour ça que je dis qu'ils ne supportent que 3 back-ends nativement. Altair, Matplotlib et Plotly, sachant que des librairies comme Seaborn, etc. sont des extensions de Matplotlib, donc ils héritent de cette capacité-là. On retrouve tous les widgets ici natifs fonctionnent directement. Ça, c'est une cellule Markdown. Donc aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut choisir d'afficher ou non le code. Par exemple, vous avez votre collègue, il n'a pas besoin de voir tout, hop, on peut cacher le code et ça met uniquement la visualisation. Si on partage aussi le notebook à quelqu'un, on a une vue qui s'appelle la vue A. Et là, le code disparaît et on a uniquement le notebook avec le markdown et les éléments de UI en fait. On a notre fameux slider et que le tableau et là le describe du data frame. La visualisation n'est pas affichée parce qu'elle est rendue comme un print. Et ça, c'est la vue que quand vous partagez le notebook, la personne auquel a accès directement. Je n'ai pas encore fait l'expérience avec des non-codeurs, mais je trouve que pour un outil d'enseignement, c'est aussi assez intéressant parce qu'on perd de vue directement le code. Il n'y a pas besoin d'arriver avec un mur de code que les gens ne comprennent pas et on peut rapidement du coup avoir un outil assez intuitif pour exposer des concepts. Moi j'avais fait quand même pour un client une exploration pour les A/B tests où ils avaient du mal à comprendre les concepts avec les normales, les distributions, les choses comme ça. Et j'en ai fait. Donc, parler des gens qui ne codaient pas et qui n'avaient pas de valeur scientifique même, on les fait comme ça un petit outil où ils pouvaient du coup voir ce qui se passait quand ils augmentaient la taille d'échantillon de leur test et qu'est-ce que ça voulait dire la fameuse p-value. Et là, ça parlait beaucoup plus que de leur faire un exposé sur les types 1 et types 2 Europe. J'ai trouvé ça assez pratique. Je vais revenir du coup sur la partie du code. On peut définir des assertions qui vont être du coup exécutées normalement. Ici, vous voyez, cette cellule-là est un petit peu différente des autres parce qu'en bas, il y a un nom, il y a test countries. Celle-là s'appelle test pairs et test sanity. Ici, vous avez le nom, et ça correspond au nom de la fonction dans le fichier Python qui est exposé ici. Donc, par défaut, ils n'ont pas de nom. Et ce que ça permet de faire, c'est qu'ensuite, on peut définir des assertions dedans, on donne un nom. PyTest, par défaut, toutes les fonctions qui commencent par test sont considérées comme un test. Donc on peut faire PyTest. J'ai oublié le nom de mon fichier, je crois que c'est ça. Donc là, PyTest va aller chercher du coup les tests qui sont dans le fichier. Donc c'est mes 3 fonctions test countries, sanity. Il va les récupérer et va les exécuter. Ce qui veut dire que vous pouvez avoir votre notebook qui est directement dans un CI/CD, de faire des tests de régression à partir du notebook nativement en définissant ces choses-là. Ce qui veut aussi dire, par exemple, ici on a le print hello world, on peut aussi directement run notre notebook. La carte s'affiche, mais ici on a du coup hello world, qui est la fonction qui est là, parce qu'on a défini la fonction print hello. Ça permet aussi de casser un peu cette barrière qu'on avait avec Jupyter Notebook, où on pouvait pas définir du code dans un Jupyter Notebook et facilement ensuite importer le code qu'on avait écrit dans le notebook dans des autres modules Python, dans le reste du code. Ici c'est plus facile, il suffit de définir du coup le nom de la fonction ici, et ensuite on peut importer dans un autre module Python le bloc de code qu'on voulait. La démo du coup je l'ai faite un peu en avance de phase, donc c'était la partie exploration qui était là, avec la partie visualisation, et toute la partie tutoriel il y a peut-être ça qui était intéressant, avec la partie sur les plots, où on retrouve le lien avec du coup les Matplotlib qui est un peu plus évident aussi. Donc ici, on a un exemple qui est intéressant avec l'interactivité. Ici, on a le calcul des exposants, on a la formule en LaTeX ici, qui trouve la mise à jour de l'exposant, et en fonction de la valeur qui est prise, toute la cellule est mise à jour. Pareil, on retrouve le use case pour l'éducation. Conclusion sur Marimo, voilà, comme je vous ai dit, c'est vraiment un outil où ils sont allés chercher un peu les idées d'un peu tout le monde. Donc on retrouve beaucoup l'interface de Pluto.Julia, Observable HQ, on a je pense la partie de facilement collecter les données qu'ils avaient nativement eux aussi. Donc voilà, ils sont allés prendre un petit peu regarder un petit peu ce qui se faisait dans les différents écosystèmes, les agréger tout ensemble, donner cette expérience-là. Donc c'est un format qui est beaucoup plus portable, beaucoup plus facile à déployer aussi,
à utiliser et qui s'interface beaucoup plus facilement avec tout le reste de l'écosystème et de son code. Je trouve que c'est quand même une expérience qui est plus facile, plus interactive, plus intuitive aussi sur ça. Et moi je pense que vraiment le potentiel de cet outil-là, c'est avant tout beaucoup sur l'éducation, avec comme vous avez vu sur la partie de la vue avec en app, où on a du coup plus le code, quand on a vraiment juste la visualisation et les widgets qui permettent d'interagir avec le code, d'interagir avec les données et de générer les différentes visualisations et de comprendre, du coup, d'aider à comprendre les phénomènes. À quoi ressemble le code de ta cellule SQL, de ta cellule de visualisation? Parce qu'on a le sentiment de se retrouver super loin de Python. Donc là, ici, on a le engine. Je ne sais pas si on arrive à voir sur l'écran, c'est assez gros. Hop. Ici, on a le slider, et du coup, le SQL est exactement comme ça. Comme on sait. Voilà, c'est vraiment juste une visualisation. C'est une surcouche, c'est ça. Mais derrière, c'est exactement la même chose. Je ne sais pas si quelqu'un d'être familier avec les commandements de Python, mais en 3.14, je pense qu'ils vont passer, il va y avoir un nouveau type de string avec un T pour le template qui est spécifique pour ça, pour passer directement des valeurs dans les requêtes SQL ultimes. Parce que là, ici, on faut faire un peu attention pour l'injection de. En fait, il faut savoir que tu es en F-string quand tu écris ta requête SQL pour passer des variables. C'est marqué dans la documentation et le tutoriel SQL dit faites attention, mais faites pas ça n'importe où. Et le code, c'est ça, les tests, les assertions. Ici, du coup, le test que j'avais écrit. La fonction incrémentale ici, elle est importée depuis l'extérieur. Donc on a récupéré le code. Comme ça, il est exposé du coup en tant que variable et ensuite il est accédé ici par ce test-là. Le test ici est défini, on a une fonction qui commence par test, donc PyTest ou le test. Qu'est-ce qu'il faut installer sur localement pour refaire la démo? On peut le faire assez rapidement. Moi j'utilise Iwi par exemple, qui est pour un package manager. Donc on va l'appeler TDB. On met TDB. J'installe Marimo. Donc là, j'ai créé juste un nouveau repository avec un nouvel espace. Donc là, je ne sais pas si vous connaissez, vous êtes familier avec Groovy, mais voici du coup le répertoire que ça a créé. Directement le point vente. Ici, on a notre fichier principal. Et ici, on a le projet.toml. J'ai installé Marimo. Donc maintenant, je peux le run directement. Il est disponible ici. Donc ensuite, je vais lui dire de me créer un blanc.py, on peut l'appeler comme on veut. Et ici, il est disponible. Donc ça, c'est pour l'installation from scratch. Tout un ensemble d'extras qui sont du coup pour le site web, pour qu'ils installent du DB, pour les plots, c'est Altair, tout un tas de librairies. C'est très bien expliqué dedans, dans la documentation. Et après, pour la partie reproduction, il y a la partie du coup avec WebAssembly. Là, c'est ce que j'ai démontré juste avant avec du coup l'export. Passer le lien WebAssembly et les gens du coup peuvent récupérer directement. Et là, il n'y a pas besoin de dépendance, il n'y a pas besoin de faire ce que je viens de faire, parce que tout est contenu dedans, donc c'est que du Python. Ça va aller chercher du coup les dépendances du projet. Donc là, par exemple, s'il y a besoin de Matplotlib ou autre, au démarrage du notebook, il faut qu'il installe quand même la dépendance. Il faut un accès Internet, parce que c'est une page web finalement. Ça va venir installer les dépendances localement sur la machine de la personne. Le notebook va s'exécuter. J'ai vu des trucs, on est au bas des cellules et ouais. On dirait qu'on peut extrêmement lui dire si on veut des F-strings ou des R-strings pour voir si on veut l'interpolation ou non. Ça a l'air c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Il y a aussi, ici on peut désactiver si on veut aussi le auto-run en startup. Ici il y a deux options en bas qui permettent de faire en sorte d'arrêter la réactivité si on veut. Des fois, pas spécialement. S'il y a des cellules qui sont très lourdes, par exemple, du processing qui est très très lourd, des choses comme ça, je n'ai pas spécialement envie que la cellule se mette à jour automatiquement. On peut activer ça et c'est fini. Quelque chose qui est intéressant aussi, c'est que si jamais on a une dépendance qui est externe, disons, on peut travailler sur du code dans un script qui est externe, fichier Python normal, pour faire, je sais pas, du traitement de données différencié, et on veut utiliser Marimo que pour la visualisation. On met la visualisation dans Marimo, on importe notre code qui est à l'extérieur. Quand on met à jour le code à l'intérieur, la visualisation se met aussi automatiquement à jour directement. Donc c'est interactif, ils ont aussi la capacité d'être interactifs des deux côtés. Pour revenir à la cellule,
Ici, par exemple, on peut avoir du coup effectivement soit l'avoir en R, en RAW, soit en F, et là du coup ça permet de passer directement dans le markdown des variables extérieures. Donc, parce que du coup ça le passe comme une string justement, ça permet de mettre à jour automatiquement dynamiquement le markdown. J'avais une question par rapport à Jupyter Lab. Ouais. Est-ce qu'il y a un équivalent pour Marimo? Je ne pense pas qu'il ne soit pas encore intégré, parce que même si je pense que la moitié du code de Marimo c'est le code qui vient de Jupyter, hein. Donc c'est plutôt une sorte de surcouche qu'ils ont retiré des certaines parties les composants qu'ils voulaient. Derrière, il y a énormément de la visualisation dans les cellules. Derrière, c'est du code qui appartient à Jupyter. Donc je pense que si ta question c'est de est-ce que du coup ils sont disponibles dans Jupyter Lab, non, c'est pas le cas. Pour l'instant, ils sont encore assez à l'écart de l'écosystème de Jupyter. Donc on pourrait imaginer un Marimo Lab. Les créateurs vont finir par faire soit une grande entreprise, un truc comme ça, pour proposer des services autour de ça. Parce qu'aujourd'hui, le projet est quand même assez populaire. Et je crois que récemment, sur GitHub, il a dépassé le projet Jupyter en termes d'étoiles. Ils ont gagné quand même assez rapidement en popularité. Je n'ai pas trop regardé, mais j'avais vu passer un message comme quoi, au moment où ils arrivaient, les deux cours se croisaient. Je sais qu'ils travaillent énormément sur beaucoup de fonctionnalités et choses comme ça, et donc je pense qu'à terme ils vont faire une offre pour les entreprises. D'ailleurs, on peut regarder, je pense que vous allez voir dans l'enterprise support. Donc je pense qu'ils Pour l'avoir sur le cloud et tout, pour avoir des trucs comme au serveur. Je pense qu'ils doivent fournir des offres de services. Je ne sais pas si un jour ils vont pas faire Je pense pas qu'ils fassent comme Observable HQ, où ils passent, ça devient quelque chose qui devient privé, parce que le code est open source. Mais il n'y a pas de. Ça reste un projet qui est open source. Je pense qu'on fera peut-être dans le futur une offre avec des services, un lab, des choses comme ça. Si on veut rendre disponible par exemple des visualisations comme ça, si on dit par exemple on veut aller regarder un petit peu tous les jours le résultat de la requête SQL sur une DB par exemple sur un BigQuery, comment est-ce qu'on fait pour rendre ça disponible par exemple à un nombre d'amis ou à une entreprise? C'est possible de s'en servir comme dashboard. Moi j'ai fait ça pour un projet qui avait un besoin exactement comme ça, où ils n'avaient pas beaucoup de données, ils voulaient juste avoir une mise à jour régulière. Comme derrière c'est uniquement un serveur web, tu déploies le serveur web et puis tu mets à jour les données régulièrement dedans. Moi j'avais utilisé Fast API derrière. Ils ont toute une partie où ils expliquent aussi comment déployer le projet dans la documentation. Et ici ils expliquent comment, je crois que c'est Docker ou Kubernetes. Là dans l'exemple avec Fast API. Sur ton serveur, tu vas déployer un Fast API, donc une API. Et Marimo, ça va être juste, on le voit, c'est juste un endpoint sur le serveur. Et donc, tu le déploies sur un port particulier, tu retrouves ton dashboard, et après, tout le reste, ça reste un serveur web finalement. Donc, tu peux lui passer des données et mettre à jour tes données dedans relativement facilement. Même ce que j'avais fait, c'est j'ai Marimo d'un côté, mais pour mes fichiers de traitement Python, donc tous mes trucs de pré-processing et tout pour mes données, je les séparais. Les données rentraient du coup dedans, invoquaient le code, mettaient à jour Marimo et pouvaient aussi être servies du coup via Fast API. Et tu avais une seule fonction qui était définie, qui servait à la fois le notebook et le endpoint de mon API. Ça permettait de mutualiser tout sur le même truc. J'imagine que tu as moyen de le partager, c'est un peu la personne qui les voit puisse toucher au code. Il y a le mode du coup avec que la UI, et il y a un mode où vraiment on retrouve du coup le notebook. Il y a quelque chose d'équivalent comme ça dans Jupyter aussi, où il y a cette espèce de dualité des deux modes. Je ne sais plus si c'est des widgets particuliers, il me semble, ou quelque chose comme ça pour avoir ce mode-là. Il l'explique aussi, pareil, dans la partie, je crois que c'est public to the web. Comment exposer, ça c'est la partie du coup publish to the web, c'est vraiment exposer du coup la partie, c'est ça la UI, avoir le dashboard. Et la partie déploiement, c'est déployer véritablement du coup, le serveur de Marimo. On peut aussi ils définissent aussi rapidement l'authentification pour définir un password sur le notebook. Et comme ça permet de le mettre derrière un mot de passe, si c'est exposé sur le notebook. La migration depuis Jupyter, c'est vraiment facile parce que j'ai cru voir dans les commandes suggérées avec Yogi qu'il y avait un converse. Jamais essayé, donc je sais pas du tout. Parce que si ça marche, c'est super chouette. Et pour toi, ça va tuer Jupyter Lab, ça? Non, parce que c'est quand même. Je pense qu'aujourd'hui, le Jupyter Notebook, ça reste l'outil un petit peu standard. Il y a plein d'outils qui sont quand même basés aujourd'hui sur Jupyter Notebook et qui ont mis un petit peu de temps à l'adopter.
ça reste un standard, je pense, de l'écosystème. Là, LQA, je suis pas sûr, je me toujours du Jupyter Notebook, que c'est seulement une en addition dans l'écosystème. Par contre, je pense effectivement qu'il y a quand même beaucoup de gens qui risquent de dire sur la partie exploration et sur les petits projets, la suivante sur cette. Est-ce que le Python peut reprendre la main après la sélection d'un objet? Ça, je pense que ça va dépendre pas de Marimo, mais des outils des frameworks Et de plugins. d'affichage. Mais je pense que Plotly le permet d'avoir là un outil lasso que je viens d'utiliser là, pour sélectionner les points dans la région. Je pense qu'après, il est capable de les exposer, même si je dis pas de bêtises, dans une variable. Et de reprendre la main, oui, d'accord. Il me semble que c'est possible, je vérifie. Et éventuellement de modifier un graphique qui est dessous. Quoi. Oui, par exemple, pour faire un si brochure. là on a choisi que les. Là, c'est les stations de train depuis les Pays-Bas. Je pense qu'une fois que c'est sélectionné, après il y a moyen de return les variables qui sont sélectionnées et d'ensuite de les passer comme subset, effectivement. Quand tu as partagé le notebook, il est parti sur un cloud Marimo, c'est ça? Non, c'est un lien du coup, c'est local, c'est. Tu t'es retrouvé sur marimo.app. Ah, c'est le nom de l'adresse par défaut, il me semble. Ah ok, je peux la changer. Donc ça reste en local, mais il n'y a pas de. Je ne semble vraiment pas. Parce que pour moi, ça fonctionne comme c'est un fichier WebAssembly, c'est un fichier de code qui est décrit à l'intérieur de ce qu'il faut, donc les dépendances qui sont nécessaires pour pouvoir l'exécuter. On passe le fichier véritablement avec tout le code qui est dedans. C'est l'équivalent de passer un fichier HTML. Ça ressemble plutôt à un URL qui contient le code WebAssembly en format peut-être base64, quelque chose comme ça. Ça ressemble à ça. Pour moi, c'est vraiment un fichier. Je pense que c'est uniquement le nom qu'ils appellent, qu'ils mettent dessus, mais pour moi, c'est pas il n'y a pas d'appel réseau derrière qui fait, c'est pas sur leur cloud à eux. Tu as montré qu'il y a un explorateur de variables. Ouais. Tu peux nous le montrer? Le variable environnement ou Non, de dataset. De tous tes data frames. Ouais, c'est là. Là, tu as la liste. Est-ce que tu peux les explorer? Tu peux nous montrer le contenu de la variable PX par exemple? Alors, ça, non, parce que c'est un module. Un data frame, le VF. Le VF, ici, non, on ne peut avoir pas. Parce que ici, c'est que la localisation des différentes variables. Ok. Pour DS. Si tu veux voir le contenu de DF, il faut que tu l'imprimes dans une cellule. Ouais, je pense qu'il faut que ce soit nécessairement une cellule pour pouvoir afficher. Okay. Il me semble pas qu'il y ait comment ça s'appelle, il y a un explorateur de variables, il me semble, sur Jupyter Notebook, où il y a toutes les variables justement sont définies, après on peut explorer Oui, du coup, avoir de l'envie de. Tu sais où t'en es, si tu peux avoir DF dans ta liste des variables, elle est pas vide, parce que tu as fait un truc trop, je sais pas quoi. Non, je pense que l'équivalent le plus proche qu'ils ont pour l'instant, c'est le plus proche qu'il y a, je pense que c'est l'explorateur qui est là, mais c'est pas exactement une variable. Là, il te montre un truc sur le côté ci. Oui, mais. C'est que les colonnes du data frame qui étaient équivalents, mais il me semble pas qu'ils aient son fonctionnalité encore. Oui, mais si, c'est ça qui est intéressant. C'est le début, il te montre les colonnes et la petite page. Ouais, c'est ça. Et puis leur contenu et l'overview du contenu. Ouais. Mais tu as été obligé de cliquer sur ta data frame. Voilà, il faut que la data frame soit exposée dedans. D'accord. Donc c'est un processus en 2 étapes, parce qu'il faut d'abord aller récupérer la variable qui est définie ici, et puis ensuite aller le récupérer. Là, ici, on a la même vue en fait, dans la data frame. D'accord, tu as la vue dans la cellule qui est derrière la data frame. Ouais, c'est ça. La sémantique du langage. Alors, je n'ai pas de référence Python, mais en l'observable que je connais pas trop mal, chaque cellule peut être développée et devient une sorte de variable visible de tout classeur. Sauf que c'est une variable qui, par défaut, n'est pas mutable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en changer sa valeur autrement qu'en redéclenchant son calcul, quoi. Et c'est pour ça que pour traiter certaines exceptions, on a des dépendances croisées. Les créateurs d'Observable ils ont modifié la sémantique JavaScript en créant des nouveaux mots-clés comme mutable, comme viewOf. Enfin, je veux dire, ils ont introduit des concepts qui sont au-dessus de JavaScript qui permettent justement de traiter les exceptions de cette discipline. Est-ce qu'il y a la même chose
de Marimbo. Comment ça fait alors? Est-ce que toutes les variables sont mutables? C'est-à-dire, je peux changer la valeur d'une cellule dans une autre cellule? Voilà, parce que df est défini ailleurs, donc il lève une exception. Voilà, donc ils ne sont pas mutables. Ah non, ils ne sont pas mutables. Alors, est-ce qu'il y a un mot-clé qui permet de faire une exception mutable comme dans Java? Il y a toute une partie avec les états, mais c'est plutôt sur l'interactivité entre les éléments de while, où on peut définir un état, la variable dans un état, un peu comme dans React. Ici, voilà, on peut faire un emo.state, donner une valeur initiale, définir une valeur initiale, et si on met, ils définissent du coup deux variables qui sont le getter et le setter pour notre variable. Donc, je ne sais pas si c'est ça qui. Je pense que c'est ce qui se rapproche le plus du fait de définir c'est pas des variables ici, c'est des fonctions. Le use case typique de cette problématique-là, c'est par exemple, j'ai un petit calculateur, je mets la vitesse d'une voiture, j'obtiens sa consommation sur un schéma. Ce que je veux faire, c'est l'inverse, c'est-à-dire ajuster la consommation et voir à quelle vitesse elle va. C'est-à-dire que je veux faire dépendre deux variables dans les deux sens. Et ben, si les variables ne sont pas mutables, je ne peux pas le faire. Je il faut créer une exception. Leur escape hash, c'est du coup, je pense que c'est state ici. Le fait de définir du coup ici la consommation de la variable dans un emo, dans marimo.state, on récupère du coup le getter et le setter. Et après, par contre, ça va être à nous, on est en dehors de leur moteur d'exécution et de s'assurer qu'on définit bien les états et on les lit bien au bon endroit au bon moment. Voilà, ils disent, on peut lire l'état du coup de notre variable, dans ce cas-là la consommation, définir la consommation de la voiture et puis recalculer ensuite la vitesse. Et même chose avec la vitesse dans un autre état. Et par contre, du coup, maintenant c'est notre responsabilité. Ils ne peuvent pas garantir que l'état est fixe, mais comme dans Java, parce que yes, c'est mots clés. Moi j'ai une petite question pratique. J'utilise JupyterLab, c'est sur ma machine, je fais ma cuisine, c'est bon. Quand je veux faire du Jupyter que je veux partager, je vais sur Colab, sur Google, c'est très bien, on peut travailler à plusieurs dessus. Observable fait la même chose, en fait Observable on peut travailler à plusieurs dessus. Avec ça, quelles seraient les possibilités aujourd'hui pour partager, avoir quelque chose qui soit un peu sur le cloud, quelque part? Est-ce que Marimo va le faire? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est dans les tiroirs ou pas? Je crois qu'ils ont un mode expérimental pour l'instant comme fonctionnalité. Real-time collaboration. Je pense que c'est ça comme type de fonctionnalité. Donc ça voudrait qu'il y ait une version qui fonctionnerait sur le cloud en fait. Comme pour JupyterLab, où du coup tu aurais ton serveur, tu peux héberger ton JupyterLab sur un serveur. Toutes les personnes qui ont accès à l'instance du. Oui, mais ça veut dire que toi tu le mets sur ton propre serveur, etc. Enfin, c'est une opération. Tandis que là tu vas sur ton serveur, tu te connectes sur ton serveur, Colab, ton notebook, quoi. Je me disais, puisque comme il a vocation à vouloir être payant à un moment ou à un autre, finalement, est-ce qu'ils ne vont pas reprendre un modèle à l'observable et puis à un moment ils vont faire payer en disant on fait payer l'espace, ce genre de choses. J'essaie de comprendre un peu l'approche qu'ils ont. Est-ce que ce ne serait pas quelque chose qui finalement serait assez concurrent d'un Colab finalement quelque part? Et peut-être qu'ils vont faire ça. En tout cas, la partie collaboration en temps réel, c'est pair à pair ici dans le cas actuel. C'est-à-dire, si tu as sur ta machine, tu as, comme sur, je sais pas, il y a VS Code, il me semble qu'il y a sur les éditeurs de code, il y a souvent cette fonctionnalité-là avec l'hébergement et c'est pair à pair. C'est quelqu'un host le code et quelqu'un se connecte sur la machine et peut venir modifier le code dessus. Je crois qu'il y a un warning justement qui dit qu'il ne faut pas que Ed non plus 30 sur la collaboration en temps réel parce que sinon le temps réel c'est fini. Pour l'instant, c'est que pair à pair. Donc 2-3 personnes, ça passe. Et après, du coup, c'est beaucoup plus difficile. Mais peut-être qu'après, ils vont entendre justement, comme tu dis, faire une offre dédiée ou des choses comme ça. Et au final, est-ce qu'il y a des choses qui sont possibles pour Jupyter et qui ne sont pas du tout possibles pour Marimo? La génération de output, donc si on a ton JupyterLab ou ton Jupyter avec beaucoup de calculs très compliqués, tu récupères tes résultats. Jupyter par défaut va les sauvegarder parce que l'output est stocké dans le fichier en même. Donc tu peux partager ton notebook et récupérer et avoir le résultat sans avoir à run les cellules. Donc tu peux avoir ce truc-là de Marimo. Donc il faut, une fois que tu as passé le notebook, tu dois réexécuter toutes les cellules pour pouvoir le faire. Si jamais tu as un entraînement d'un réseau de neurones,
obligé de rentrer mes réseaux de neurones pour récupérer ensuite la sortie. Il faut avoir une cellule qui fait un effet de bord qui sauve un résultat intermédiaire. Ouais, mais du coup, il faut le stocker à l'extérieur et ensuite le recharger. Dans le notebook que tu montrais tout à l'heure, il y avait au coin d'une cellule un Marimo cache activé ou pas. Oui, on peut cacher les résultats parce que du coup, pour la réactivité, on a une cellule qui utilise deux variables, donc une qui est très coûteuse en termes de calcul. On peut cacher le résultat de cette cellule-là, et si on va modifier d'autres variables, le chemin est gratuit entre guillemets. Donc on a la réactivité qui est plus rapide. Donc effectivement, il conseille de cacher au maximum les résultats, les cellules qui sont très gourmandes en termes de calcul. Et ce cache, il est local et temporaire ou il fait partie Oui, je crois qu'on va pouvoir même le voir. de l'exportation quand tu partages le. Il est là, voilà, le cache. Ok. Je sais pas si quelque chose dans. Parce que j'ai rien caché sur mes maillots et dessus. On va s'arrêter là et puis on va se voir une bière. Merci à tous et à très bientôt.